Bonjour à tous, je m'appelle Kevin Archet et voici Lionel Guez. Bonjour. Tous deux développeurs back et chez Xebia depuis environ 2 ans. Et nous allons vous parler de Quarkus, Micronaut et surtout Java. Mais avant ça, un peu de contexte. Ces dernières décennies, les infrastructures de nos applications ont grandement évolué. On avait d'abord des applications plutôt sous forme de monolithes. D'ailleurs, on peut encore en trouver un certain nombre. Mais la tendance actuelle, c'est plutôt d'avoir des applications sous forme de microservices. Donc cette fois-ci, vous divisez votre application sous forme de plein de microservices qui seront chacun indépendants avec leur propre cycle de vie et de développement. Ça rend ainsi l'application plus facilement maintenable et évolutive. On peut aller encore plus loin et créer des applications sous forme d'architecture Function as a Service, ou serverless. Cette fois-ci, vous divisez votre application sous forme de plein de petites fonctions qui seront chacune indépendantes, avec un scope assez limité et surtout un cycle de vie très court. Donc vous appelez votre fonction, elle s'exécute, enfin elle démarre, elle s'exécute et elle s'arrête. Et ensuite, vous en appelez une autre. Ces nouvelles architectures, elles vont s'accompagner de plusieurs contraintes. Première contrainte, ça va être au niveau de la mémoire. Si vous avez un serveur avec plein de microservices, si chaque microservice prend trop de mémoire, au bout d'un moment, vous ne pourrez plus en ajouter un nouveau. Vous serez bloqué. Ça va poser plusieurs problèmes. Déjà, au niveau des microservices, vous serez limité au niveau du nombre et surtout au niveau de leur scalabilité. Deuxième problème, ça va être au niveau des architectures FAS, où puisque vous avez besoin de faire plein de fonctions, si elles prennent trop de place, vous allez également être limité. Deuxième contrainte, ça va être au niveau du temps de démarrage. Cette fois-ci, ça va être plutôt au niveau de la scalabilité de vos microservices. Si vous avez besoin d'équilibrer rapidement la charge, vous voulez démarrer vos services assez rapidement pour pouvoir rapidement équilibrer, justement. Donc si c'est trop lent à démarrer, vos serveurs risquent de tomber. Mais là où ça va être très important, c'est pour les applications FAS, puisque vous avez plein de fonctions, vous allez enchaîner les appels. Donc si chaque fonction met trop de temps à démarrer, on ne peut pas se le permettre. Nous, ici, on va s'intéresser à Java. Donc, où se place Java au niveau de ses contraintes? Bon, on peut voir qu'il est un peu à la traîne comparé à d'autres langages, par exemple Node, Python et Go. Donc ici, c'est un benchmark de simple Hello World sur AWS Lambda, donc la solution serverless d'Amazon. Donc on peut voir que sur Java, une application utilise 2 fois plus de mémoire que les autres langages pour s'exécuter, et en plus, elle met 200 fois plus de temps à démarrer. Donc ce qu'on en conclut, c'est que pour des applications microservices, vous pourrez être assez limité, surtout au niveau du nombre de services et au niveau de leur scalabilité, mais pour des applications FAS, Java est clairement en dessous des autres langages pour ce type d'application. Donc la question qu'on peut se poser, c'est d'où viennent ces mauvaises performances de Java? En effet, Java n'a pas l'air extrêmement adapté à cette nouvelle architecture. C'est utilisable en microservices, mais c'est largement perfectible. Et par contre, au niveau du fonctionnement de service, c'est vraiment pas adapté. Du coup, on peut se demander techniquement qu'est-ce qui se passe. Pourquoi Java est si peu adapté? On verra qu'il y a 2 coupables. La première, c'est la JVM. Le deuxième, c'est les frameworks autour. Donc, si on commence par la JVM, on va voir que la JVM provoque les 2 problèmes qui ont été cités par Kevin. Le premier, c'est le temps de démarrage qui est relativement long, d'une part, et ensuite la mémoire. Pour le temps de démarrage, pour comprendre pourquoi une application Java met du temps à démarrer, il faut revenir au fonctionnement de la JVM. Qu'est-ce que la JVM? C'est un exécutable qui va lire du bytecode et qui va exécuter ce bytecode. Donc, à chaque fois que la JVM a besoin d'une classe, ils vont rechercher le bytecode dans des fichiers .class qui sont eux-mêmes empaquetés dans des packages .jar. Et donc, il faut que la JVM aille chercher la classe, aille vérifier la classe, qui prend du temps, et ensuite, il charge la classe. Une fois que le bytecode est chargé, il peut enfin l'exécuter. Le problème, c'est que exécuter du bytecode, c'est long, surtout si on le compare à exécuter du code natif. Pourquoi? Parce que le code natif est exécuté directement par le microprocesseur, là où le bytecode est exécuté par la JVM, qui est, elle, exécutée par le microprocesseur. Cette indirection provoque le fait que exécuter du bytecode, c'est long. Du coup, conscient de ce problème, les développeurs de la JVM ont rajouté un compilateur à l'intérieur de la JVM, qui est le compilateur Just-in-Time, ou JIT. Et que va faire ce compilateur? Il va regarder dans les morceaux de bytecode les plus utilisés. Il va lire ces bytecodes. Il va regarder les morceaux de bytecode les plus utilisés. Il va les compiler en mode natif. Et à chaque fois qu'on devra exécuter ce bytecode, on exécutera le code natif à la place. Et du coup, au bout d'un certain temps,
quand beaucoup de bytecode auront été compilés, la JVM sera extrêmement rapide. Mais le problème, c'est comme on a vu, au démarrage, aucun bytecode n'est compilé. Du coup, c'est assez long. Et une application Java, par défaut, va charger énormément de classes au démarrage. Et du coup, on comprend pourquoi, pour qu'une application Java devienne pleinement fonctionnelle, ça demande un certain temps. Et c'est ça qui provoque le temps de démarrage, qui provoque l'impact sur le temps de démarrage. Donc ça, c'est pour le temps de démarrage. Maintenant, il y a un autre problème qui est l'empreinte mémoire. Le problème, c'est vous savez qu'on peut configurer la mémoire qui est prise par Java. Par exemple, quand vous faites une commande, c'est java-xmx, etc. Le problème, c'est que cette mémoire que le configure n'est pas la mémoire de la JVM, mais la mémoire qui est disponible pour notre application. Car la JVM alloue non seulement une partie de la mémoire pour l'application, mais elle gère aussi ses propres métadonnées. Or, ces métadonnées ne sont pas toujours négligeables. Typiquement, pour une application de 10 mégaoctets, il n'est pas rare d'avoir une JVM qui fait 100 mégaoctets. Donc, pour les microservices où on veut empiler les services, avoir des exécutables qui prennent 10 fois plus de mémoire que nécessaire, ce n'est pas extrêmement adapté. Alors, quand je vous montre tout ça, on peut avoir l'impression que Java n'est pas très performant. En réalité, c'est faux. Java est très performant pour les anciennes architectures ou pour les monolithes. Si vous avez un monolithe, ça fonctionne très bien. C'est uniquement dans le cas des microservices et surtout dans le cas du fonctionnel service que ce n'est pas extrêmement adapté. Donc là, on vous explique les problèmes de la JVM, mais la JVM n'est pas la seule coupable. En effet, l'écosystème Java est aussi coupable. Je vais parler notamment de ce qui est framework. Donc, je vais citer Spring et Hibernate, qui sont les frameworks les plus utilisés en Java. Ces frameworks-là, ils font énormément de travail au démarrage de l'application. Ils vont lire et parser tous vos fichiers de config. Ils vont scanner vraiment toutes vos classes pour récupérer de la métadonnée, donc les annotations, les getters, les setters. Ils vont créer un métamodèle. Par exemple, Hibernate, il va stocker quelles classes correspondent à des entités en base. Il va commencer à préparer des requêtes SQL. Et à côté de ça, ils vont préparer tout ce qui est réflexion et créer les proxys. Et on sait qu'ils en utilisent vraiment beaucoup. Donc tout ce travail-là, tout de suite, ça va prendre beaucoup de temps au démarrage. Si vous mettez un Spring Boot sur un Hello World en Java, ça peut mettre tout de suite 6 secondes à démarrer, alors que c'est quasiment instantané en Java. Et en plus, ça va utiliser beaucoup de mémoire. Donc, on voit que ça amplifie le phénomène de la JVM. Mais à nouveau, comme la JVM, ces frameworks, ils ont été créés dans un certain contexte dans lequel ils étaient parfaitement adaptés. Et d'ailleurs, ils sont toujours parfaitement adaptés à beaucoup d'applications actuelles. Et après tout, ils nous apportent vraiment énormément d'avantages, notamment pour ce qui est rapidité et confort de développement. Ça améliore grandement l'expérience pour le développeur. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est garder ces avantages. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a un moyen de garder les avantages Java et les avantages de son écosystème? Et donc oui, il y a un moyen. En effet, il y a à peu près 1 an, est sorti un framework Micronaut qui prend à bras-le-corps ce problème. Les concepteurs de Micronaut se sont dit que pour pouvoir adapter Java aux FAS ou aux microservices, il valait mieux pas s'abstraire des frameworks, car comme vous a dit Kevin, les frameworks sont extrêmement utiles. Du coup, ils ont sorti Micronaut. Alors, qu'est-ce que Micronaut? Micronaut est un framework pour la JVM dont le but est justement d'exécuter des microservices. Pour ça, Micronaut, le framework pour les microservices. Il intègre un certain nombre de fonctionnalités haut niveau, donc tout ce que Spring aurait pu faire, par exemple, l'injection de dépendance, l'intégration de serveurs web à l'intérieur du jar, la promesse en TSP, qui est une fonctionnalité qui permet d'activer plein d'autres fonctionnalités. Et Micronaut propose tout ça sans les défauts des autres frameworks, c'est-à-dire sans la réflexion Java, sans les proxys qui provoquent un retard, qui provoquent un long temps de démarrage et une forte empreinte mémoire. Quel est le secret de Micronaut? C'est qu'il va générer un maximum de code au moment du build time, au moment de la compilation, pour permettre d'avoir ces fonctionnalités sans payer le surcoût au moment du runtime. Donc, pour rentrer un peu plus dans Micronaut, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un framework qui est disponible pour Java, Groovy et Kotlin. Il fonctionne avec Gradle, Maven et il fournit tout ce qu'un microservice fonctionne. Il intègre aussi des services typiques des microservices, tout ce qui est circuit breaking, service discovery, etc. On a des moyens pour exécuter. On peut faire du FAS, on peut aussi faire l'Android, vu qu'il y a une très faible empreinte mémoire. Et puis, ça supporte la programmation réactive. Ça intègre un serveur HTTP pour la programmation réactive qui est Netty, etc., etc. Et ça dispose de connecteurs vers tout ce qui est source de données ou interface ou système de messagerie. Alors, là, on est un peu dans le vague. Pour entrer un peu dans le dur, ça, c'est un exemple de code source qu'on fait avec Micronaut. Et vous voyez que ça ressemble énormément à ce qu'on fait habituellement. C'est exactement ce qu'on fait avec Spring MVC ou avec JAX-RS, même une sorte de mélange des deux. C'est-à-dire on a des annotations pour créer un contrôleur MVC, des annotations pour injecter des dépendances, des annotations pour créer des endpoints, des annotations pour récupérer les paramètres des endpoints.
Mais la différence avec un framework classique, c'est que normalement, dans un framework classique, ces annotations sont utilisées par réflexion au moment du runtime. Ce n'est pas le cas avec Micronaut. On verra dans le détail comment ça fonctionne après. Ça, c'est pour la partie web. Pour la partie data, il y a une extension à Micronaut qui s'appelle Micronaut Data, qui ressemble énormément à Spring Data. C'est-à-dire, on crée une interface, on donne le nom d'une méthode, et Micronaut Data va générer automatiquement le code de cette méthode. La différence principale avec Spring Data, c'est que Spring Data génère ce code au moment du runtime, là où Micronaut génère ce code au moment du build time. Et donc, comme je vous l'ai dit, tout le secret de Micronaut, c'est de faire un maximum de traitement au build time pour ne pas avoir l'effet au runtime. Donc, comment ça fonctionne techniquement? Qu'est-ce qui se passe derrière sous le capot? Donc, sous le capot, Micronaut utilise une fonction standard du compilateur Java qui est les annotations au processeur. Alors, c'est quoi une annotation processeur? C'est une sorte de plugin qu'on peut rajouter au compilateur et qui permet de faire divers traitements. Donc, pour rappeler comment fonctionne le compilateur Java, donc le compilateur c'est Javac. En général, on n'a pas à l'utiliser directement, c'est Maven ou Gradle qui s'occupe à notre place de compiler. Et comment fonctionne Javac? Il reçoit en entrée un fichier Java et il le compile en un fichier .class. En théorie, un fichier Java peut donner plusieurs fichiers .class si jamais il y a des sous-classes ou ce genre de mécanisme. Mais pour rester simple, on peut considérer que Javac, il prend un fichier Java et il le transforme en fichier .class. Où se place l'annotation processeur dans ce schéma-là? En réalité, les annotations processeurs peuvent... les annotations processeurs, on peut les rajouter dans Javac via le class pass ou via la ligne de commande, et on peut rajouter les annotations processeurs. Un annotation processeur, que va faire... Excusez-moi, je reprends. Javac, quand le compilateur Java va lire des annotations, les annotations processeurs peuvent s'abonner aux annotations, et dès que le compilateur Java rencontre une annotation, il peut appeler l'annotation processeur qui va pouvoir faire des traitements. Dans les traitements, on peut générer la doc, ou dans ce cas-là, générer d'autres fichiers .class, et ce sont ces fichiers .class qui vont implémenter toute la machinerie Micronaut. Tout ce qui est injection de dépendance, tout ce qui est programmation TSP, etc., seront générés par ces fichiers .class. Donc si on revient à ce fichier-là, normalement, dans un projet Java classique, il devrait donner un fichier .class. Avec Micronaut, il donne énormément de fichiers .class. Donc ça, c'est la théorie. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça fonctionne? Du coup, on a fait un benchmark, par nos propres moyens. On a pris une stack classique, on a supposé Spring ou Spring Data, mais si on aurait pris MicroProfile, je pense qu'on aurait eu à peu près le même ordre de grandeur de résultat. On donne à la fin un lien GitHub si vous voulez vérifier, si vous voulez tester par vous-même. Du coup, et on remarque que ça fonctionne. On a une excellente amélioration au temps de démarrage, et au niveau de l'empreinte mémoire, on fait plus que diviser par deux l'empreinte mémoire. Donc, on voit que le problème de l'écosystème et le problème des frameworks peut être réglé. Maintenant, il reste, comme on a dit au départ, le problème de la JVM. Donc, pour résoudre les problèmes de la JVM, Oracle a proposé une solution qui est de créer une nouvelle machine virtuelle. Cette nouvelle machine virtuelle, elle a pour nom GraalVM. Elle est en développement depuis maintenant 8 ans et elle a été proposée aux développeurs il y a environ un peu plus d'1 an. Si on regarde un peu dans le détail, cette machine virtuelle a une particularité, c'est qu'elle est polyglotte. On peut le voir, elle accepte énormément de langages. Derrière ces langages, ils seront compilés et ensuite interprétés, parfois même plusieurs langages en même temps. Et on aura une application qui sera exécutable sur plusieurs environnements, en l'occurrence OpenJDK, Node.js, Oracle Database, ou sinon en exécutable standalone, dont on parlera un peu plus tard. Si on rentre vraiment dans le détail, GraalVM, c'est toutes ces petites briques-là. On peut voir qu'il y en a certaines qui correspondent surtout à l'aspect polyglotte de la machine virtuelle. Nous, on va s'intéresser uniquement à Java. Donc on va prendre Java en entrée et on va le compiler grâce au Graal Compiler. Le Graal Compiler, en fait, c'est un nouveau compilateur JIT qui a été codé en Java et qui a pour but d'être plus facilement maintenable et évolutif que le compilateur Hotspot C2, qui commence à être un peu limité à ce niveau-là. Donc Oracle a créé ce compilateur à la base surtout pour ça. Après cette compilation, vous avez une application que vous pouvez faire tourner comme n'importe quelle application sur la VM Hotspot. Mais nous, notre objectif, ça va être plutôt d'utiliser un mode particulier du compilateur qui est un mode à froid. Et derrière, on va utiliser ce qu'on appelle Substrate VM, que je vais expliquer juste après. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le Graal Compiler, il va faire ce qu'on appelle une compilation anticipée, donc ahead of time. Au final, en fait, on prend tout votre code Java et on va le compiler directement en code natif. Pour faire cette compilation, il va faire certaines optimisations assez violentes qu'on appelle la suppression de code mort. Donc, en fait, le compilateur il va analyser tous les chemins que peut prendre votre code Java.
Et tout ce qui n'est pas utilisé, il va le supprimer. Donc toutes les classes que vous n'appelez pas, les attributs que vous n'appelez pas, les méthodes que vous n'appelez pas, tout ça, il va supprimer. Donc comme résultat, au final, on aura un binaire qui est vraiment allégé. Ce binaire-là, on va lui associer substrate VM. En fait, c'est une sorte de VM embarquée qui a pour but justement de permettre l'exécution d'applications qui ont été compilées comme ça directement sous forme binaire et de lui ajouter des fonctionnalités comme un garbage collector, la gestion de thread, des trucs comme ça. En résultat, vous avez des images natives que vous pouvez générer pour à peu près tous les OS. Donc vous avez Windows, même si c'est encore expérimental, macOS et surtout Linux et donc Docker. Au final, les avantages qu'on a, c'est qu'on a un code qui est binaire, donc plus rapidement exécutable, qui est en plus allégé. Et du coup, comme on a supprimé la JVM, on a juste Substrate VM qui apporte des fonctionnalités, on n'a plus tous les temps de lancement de la JVM, le metaspace et toutes les fonctionnalités qui sont apportées, et on gagne du coup beaucoup en temps de démarrage et en empreinte mémoire. Donc à nouveau sur nos propres comparatifs, on peut voir un Hello World sur du Java normal et un Hello World compilé sur GraalVM. Donc on voit un ratio 7, que ce soit au niveau de la mémoire ou du temps de démarrage. Donc on voit quand même un certain gain. Évidemment, ça s'accompagne de limitations. Donc on l'a dit, GraalVM il va supprimer tout le code qui n'est pas appelé. Donc au final, tout ce qui est class loading dynamique, invoke dynamique, et des fonctionnalités liées à la JVM, surtout des fonctionnalités au final qu'on exécute pas mal au runtime, tout ça, ça disparaît, on ne peut plus l'utiliser. On garde quand même tout ce qui est réflexion et proxy dynamique, mais ce coup-ci, ça va demander de la configuration. Configuration qui a cette tête-là. Donc au final, un gros JSON où vous mettez toutes les classes sur lesquelles vous voulez faire la réflexion, avec les méthodes, les attributs, enfin du coup assez verbeux et assez lourd. Au final, en inconvénients généraux, la compilation est assez longue. Vous pouvez atteindre 4-5 minutes de compilation pour une application qui fait pratiquement rien. Et surtout, la génération de l'image native va être quand même assez compliquée, vu que vous avez beaucoup de configurations à faire, que ce soit pour les proxys, la réflexion, les ressources. Et surtout, vous avez besoin d'avoir une application qui est vraiment en environnement fermé. C'est-à-dire que vous devez connaître, au moment de la compilation, absolument tout le code que vous allez devoir utiliser lors de l'exécution. Donc ça fait que votre code Java actuel, il va être très difficilement adaptable, et surtout si vous utilisez des frameworks. Parce que les frameworks, en général, on l'a dit, ils utilisent de la réflexion, des proxys, donc ils ne sont pas compatibles avec GraalVM. Mais est-ce qu'on n'a pas vu une solution qui pourrait être compatible avec GraalVM? En effet, on a vu que GraalVM corrige les problèmes de la JVM, enfin offre une alternative pour mieux adapter la JVM avec un temps de démarrage plus faible et une empreinte de mémoire plus faible. Et on a vu que Micronaut a le même objectif et va supprimer tout ce qui est réflexion. Et du coup, quelques mois après la sortie de Micronaut, le développeur principal de Micronaut annonce que Micronaut va supporter GraalVM. Et comme vous l'a dit Kevin, le support est assez naturel, vu que ce qui est compliqué avec GraalVM, c'est toute la gestion de tout ce qui est réflexion ou proxy. Or, Micronaut fait tout au moment du build time, et donc du coup, il a beaucoup moins de réflexion et beaucoup moins de proxy à gérer. Du coup, on a le meilleur des deux mondes, on a des performances qu'on va vous montrer qui sont assez impressionnantes, mais, car il y a un mais, il y a deux problèmes. Contrairement à Micronaut qui est prod ready, ça vous pouvez l'utiliser en prod demain, la partie GraalVM est encore expérimentale, et deuxièmement, si Micronaut, lui, est totalement compatible avec GraalVM, ce n'est pas le cas de tous les briques tierces qu'on va utiliser. Il y a des efforts d'intégration de briques tierces qui sont faits par Micronaut, mais le résultat n'est pas encore extrêmement mature pour être réellement utilisé en prod. Du coup, au niveau des performances, donc ça, c'est les performances qu'on avait auparavant. En combinant Micronaut et GraalVM, on a des performances qui sont beaucoup plus impressionnantes. On gagne encore un facteur 2 ou 3 au niveau de l'empreinte mémoire. Et là, cette fois, par contre, le temps de démarrage, on a un démarrage qui est quasiment instantané pour un serveur web. C'est assez impressionnant pour être remarqué. Donc, on a des solutions pour la JVM, des solutions pour l'écosystème. On peut dire qu'on a fini. Mais un peu plus récemment, une autre solution est apparue. Donc, petit dernier arrivé sur le marché, c'est Quarkus. Petit dernier car il est arrivé cette année justement. Quarkus, c'est un nouveau framework Java pour créer des applications Java. Et ça a été développé par Red Hat. Ce framework, il a deux principaux objectifs. Premier objectif, ça va être de simplifier et d'accélérer tout ce qui est développement d'applications. Deuxième objectif, ça va être de rendre ces applications totalement adaptées à tout ce qui est architecture microservices et surtout FAS. Si on rentre dans les caractéristiques générales, Quarkus,
comme je l'ai dit, il a pour but de faciliter le développement. Donc il va offrir différentes fonctionnalités, notamment le hot reload, qu'on peut voir d'ailleurs dans les mondes front. Deuxième fonctionnalité, ça va être la centralisation de tout ce qui est configuration. Et il va sinon utiliser vraiment tous les standards Java, donc toutes les bibliothèques qui sont connues des développeurs Java, elles vont être utilisées. Comme ça, les développeurs n'ont pas besoin de réapprendre des choses pour passer à Quarkus. Et en plus de ça, il va offrir des nouvelles bibliothèques qui ont pour but de simplifier et d'accélérer le développement. À côté de ça, contrairement à Micronaut qui se basait plutôt sur Spring, ici on est plutôt sur la syntaxe microprofile, donc on est très proche de ce monde-là. Comme Micronaut, on accepte tout ce qui est programmation impérative, réactive, il laisse le choix aux développeurs. On est compatible Maven Gradle, et ce coup-ci par contre, on est limité à Java 8 et à Kotlin. Pour donner quelques exemples de code, à nouveau, là, on a un endpoint. Donc, on peut voir qu'on a une syntaxe assez classique JAX-RS. Donc, pareil, des @inject, @post. Enfin, syntaxe assez classique. Pas besoin de réapprendre des choses. Et ensuite, donc là, c'est un exemple de bibliothèque que Quarkus offre. Donc, ça s'appelle Hibernate with Panache. On fait un mini jeu de mots avec. Et l'objectif, donc, c'est une espèce de JPA made in Quarkus, au final. Donc là, on peut voir une entité user. Donc, au final, on a juste à ajouter @entity et étendre la classe Panache entity. Et il y a une particularité, c'est que vos champs, ils sont publics. Donc c'est un peu spécial, mais en fait, à la compilation, tous les appels à ces champs, ils vont être remplacés par des appels à des getters et des setters. Donc c'est un parti pris, mais ça a pour but d'accélérer au final le développement. À côté de ça, vous pouvez faire votre user repository, et on remarquera qu'en fait, Hibernate, il rajoute automatiquement des méthodes sur vos entités. Donc ici, si on veut créer un user, on va appeler la méthode persist qui est directement sur l'entité user. Et pareil, si on veut lister tous les users, on va appeler la méthode listAll qui a été ajoutée. Si on rentre plus dans le détail, en fait, Quarkus, il faut savoir qu'ils se sont vraiment inspirés de GraalVM dans leur manière de penser. Donc au final, ils vont un peu faire la même chose, qui est de tout faire à la compilation, mais cette fois-ci plutôt d'un point de vue framework. Donc tout le travail qui est fait par des frameworks au démarrage de l'application, proxy, réflexion, parsing des fichiers, tout ça, ils vont tout faire à la compilation. Donc premier bénéfice, c'est que c'est fait qu'une fois au moment de la compilation et pas à chaque démarrage. Et du coup, on gagne du temps au démarrage, plus de la mémoire. Parce que derrière, il va pouvoir ensuite éliminer tout le code qui a servi à initialiser les frameworks. Le code a été utilisé, on n'en a plus besoin, on peut tout supprimer. Pour faire cette compilation, il va se servir de ce qu'on appelle les extensions. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce qu'il faudrait une présentation entière juste pour ça. Mais globalement, une extension, on va en faire une pour chaque bibliothèque ou framework qu'on veut rendre compatible avec Quarkus. Et c'est là-dedans qu'on va vraiment coder qu'est-ce qu'on doit faire à la compilation, faire vraiment toute l'initialisation du framework. C'est ici aussi qu'on va éliminer tout le code qui devient inutile après, voire même faire certaines optimisations qu'on ne pourrait pas faire autrement. À côté de ça, les extensions elles vont aussi fournir à Quarkus pas mal d'infos, par exemple la configuration pour que Quarkus puisse la centraliser. Et au final, derrière, on va juste créer une extension Maven Gradle qu'on peut importer directement dans notre POM. Donc, par exemple, ici, on a Quarkus REST Easy. Au final, pour le développeur, c'est totalement transparent. C'est exactement comme s'il utilisait REST Easy. Derrière, il aura les mêmes fonctionnalités. C'est juste que derrière, tout sera fait à la compilation plutôt qu'au runtime. Donc là, on a une petite liste d'extensions qui est compatible avec Quarkus. C'est celle qui était surtout compatible dès la sortie de Quarkus. Donc on voit effectivement des gros classiques, Kubernetes, REST Easy, Flyway, plein d'extensions comme ça. Après le travail de la compilation, on peut avoir une application qui tourne comme les autres sur Hotspot. Donc on aura déjà un gros gain vu qu'on n'a plus rien qui est fait au démarrage, tout a été fait à la compilation. Mais on l'a dit, Quarkus, ils se sont inspirés de GraalVM. Donc l'objectif, c'est d'utiliser GraalVM. Et pour ça, il va beaucoup nous aider. Puisqu'au final, il va fournir à GraalVM toute la liste des classes sur lesquelles faire de la réflexion. Et il va se servir des extensions pour ça. Il va lui lister toutes les ressources. Il a déjà fait un gros boulot d'élimination de code mort. Et au final, derrière, il va nous aider à générer l'image native vraiment très simplement en une ligne de commande vraiment toute petite. Donc au final, derrière, on a les avantages de Quarkus, les avantages de GraalVM. Donc on a encore un gain en mémoire et en temps de démarrage. Gain qu'on peut voir ici. Donc à nouveau, on compare à notre stack classique Spring Data avec du Quarkus et ensuite avec du Quarkus GraalVM.
Donc déjà, juste avec Quarkus, on peut voir un gain de 2,5 au niveau de la mémoire, et ensuite encore x6 dès qu'on rajoute GraalVM. Et en temps de démarrage, on divise par 2 avec Quarkus, et dès qu'on utilise GraalVM, on devient quasiment instantané. À nouveau, ça s'accompagne de quelques défauts. Donc Quarkus est sorti cette année, donc c'est encore très récent, donc ça manque un peu de maturité. Même si, justement, il y a 2 jours, ils ont sorti leur version finale 1.00, donc ça avance. À côté de ça, beaucoup de bibliothèques sont encore non compatibles. En plus, on l'a vu, pour les rendre compatibles, il faut créer des extensions, et c'est quand même assez technique, assez complexe. Donc ça peut vraiment freiner l'intégration, même si pour une première année, il y en a déjà pas mal qui sont compatibles. C'est limité à Java 8, donc vous pouvez toujours utiliser Kotlin, mais si vous voulez faire du Java, il faut redescendre à 8, ce qui peut être gênant. Et à nouveau, on a des temps de compilation qui peuvent être assez longs et monter sur du 4-5 minutes pour une application avec juste 2 endpoints. Alors, du coup, donc on a vu en quoi consistaient les nouvelles architectures des logiciels. On a vu que la JVM classique Hotspot n'était pas forcément extrêmement optimisée. On a vu qu'il y a des solutions. Pour Hotspot VM, on peut remplacer Hotspot VM par GraalVM et on peut utiliser de nouveaux frameworks qui vont remplacer les anciens frameworks, que sont Micronaut et Quarkus. Du coup, on peut se poser la question, comment comparer les deux? Alors déjà, les points communs. Le point commun principal, c'est qu'au fond, les 2 frameworks se basent sur les mêmes idées. Quelles sont ces idées? La première, le but, c'est de se passer au maximum, le but est de déplacer un maximum de traitements qui se passent au runtime, de les déplacer au build time. Et la deuxième idée, c'est d'utiliser si possible GraalVM. Et du coup, on obtient au final des performances comparables, même si d'après nos tests, Quarkus est quand même un peu plus rapide et prend un peu moins de mémoire. Mais ça reste du même ordre de grandeur. Alors maintenant, les différences. Première différence très rapide, Micronaut supporte un langage en plus, mais comme on a un talk Java, on va passer. Par contre, au niveau technique, on a vu que Micronaut utilisait une fonctionnalité standard de Java qui sont les annotations processor. Elle est standard dans Java, mais il faut souvent régler son IDE pour faire fonctionner un projet Micronaut avec son IDE. Là où Quarkus utilise plutôt des plugins Maven qui vont faire énormément de travail d'orchestration des différentes parties de la compilation et voire même de l'instrumentation de code. Et du coup, c'est peut-être un petit peu plus tricky, mais c'est beaucoup mieux. Il n'y a plus aucun problème avec les IDE, d'une part. Ensuite, par contre, la différence, pour nous, la différence principale, c'est dans le style des API, dans le style du framework. On a d'un côté Micronaut qui est très très inspiré de Spring. On a une classe qui s'appelle application contexte, on a là à peu près le même système de build, on a même une couche de compatibilité entre les deux. Là où Quarkus se repose sur les standards Java, les bons vieux standards Java, que sont MicroProfil, qui est lui-même un subset des standards J2E, sachant que maintenant on ne dit plus J2E, c'est Jakarta E, mais passons sur ce sujet. Enfin, alors, une autre différence, c'est que Micronaut, la compatibilité GraalVM, Micronaut est un projet plus vieux, et donc du coup, la compatibilité GraalVM est arrivée après. Là où, sans Quarkus, dès le départ, ils ont voulu intégrer GraalVM. Et du coup, ça donne des petites différences. D'une part, comme Micronaut est plus vieux, il est peut-être, à notre avis, un tout petit peu plus mature. Par contre, pour ce qui concerne l'intégration avec GraalVM, c'est plutôt Quarkus qui est plus mature, car ils ont un système d'extension qui est extrêmement mature et qui permet de faire fonctionner énormément de couches avec GraalVM. Et enfin, il y a une fonctionnalité que Quarkus n'a pas, mais que Micronaut a, qui est le auto-load, qui est une fonctionnalité importante que Micronaut n'a pas. L'inverse. Que Quarkus a. Que Quarkus a et que Micronaut n'a pas, excusez-moi. Du coup, alors, qu'est-ce qu'on aimerait que vous reteniez de ce talk? C'est 3 idées principales. La première, c'est que on pense que GraalVM va de plus en plus s'imposer dans l'écosystème Java. Même Spring commence à s'y mettre. Ils ont commencé à développer, à adapter Spring pour GraalVM, d'une part. La deuxième idée, c'est qu'on pense que de plus en plus de bibliothèques vont s'acheminer vers de plus en plus de traitements build-time et de moins en moins de bibliothèques runtime. Quarkus et Micronaut font les initiateurs de ce mouvement. Et enfin, la troisième idée, peut-être la plus importante, c'est que on a vu que Java n'était pas très adapté au départ, mais on a vu que les grands acteurs du système se retroussent les manches et ont fourni une tonne d'innovations pour les adapter. Et donc, du coup, c'est extrêmement simple dans un écosystème. Il y a de plus en plus d'innovations, même concurrentes et surtout concurrentes. C'est la preuve que l'écosystème est vivant. Enfin bref, Java is back. On vous remercie. Du coup, des questions? Je sais pas si on a le temps.
Disons qu'il faut que les bibliothèques soient compatibles. Et justement, le Quarkus et Micronaut fournissent une couche de compatibilité. Mais en soi, ou alors il faut régler par nous-mêmes, faire rajouter toutes les classes dans lesquelles on utilise la réflexion. Donc c'est extrêmement long et compliqué. Et justement, les frameworks nous abstraient de ce travail.